Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre 2023 et je vais essayer de vous décoder ce qui s'est passé hier parce que, bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive, hein, depuis un peu plus de 3 ans qu'on se connaît, mais c'est vrai que là, on a vraiment ce marché qui est complètement divisé parce qu'un jour, on nous fait un truc pourri parce qu'il y a un chiffre pourri et le lendemain, on change complètement de positionnement parce qu'on se dit ah oui, non, mais là, il y a vraiment un truc qui a changé et il faut repartir à la hausse. Donc, du coup, on est toujours en train de scier entre est-ce que j'aimerais vraiment que les chiffres économiques soient mauvais pour que finalement Monsieur Powell n'ait plus besoin de monter les taux, ou est-ce qu'en même temps, j'aimerais qu'il soit suffisamment bon pour qu'il n'ait pas vraiment besoin de monter les taux, mais que j'ai pas peur de la récession, et puis qu'en même temps, le 10 ans, il monte pas trop haut et que le pétrole baisse pour qu'à la station-service, un jour, je puisse commencer à payer mon litre d'essence à moins de 2 balles. Bref, tout ça mis ensemble, ça fait que hier, on a rebondi aux États-Unis, mais pas partout. Donc si on se remet un tout petit peu dans l'ambiance d'avant-hier, hein, donc de la séance de mardi, eh bien qu'est-ce qu'on avait? On avait surtout le 10 ans qui montait très très haut. Il n'y avait pas que le 10 ans américain qui montait très très haut, il y avait aussi le 10 ans allemand, le 10 ans français, le 10 ans italien, le 10 ans européen. Enfin bref, tous les 10 ans montaient. Pas que tous les 10 ans, mais aussi les 30 ans, enfin peu importe. Tous les rendements obligataires étaient en hausse un peu partout dans le monde. Et ça nous a stressé, ce qui a justifié finalement une espèce de journée de correction où on est allé chercher les plus bas dans la zone des 4200 sur le S&P 500. Mais hier, finalement, on a commencé la journée plein d'hésitations avec un marché européen qui n'a rien foutu, qui a commencé à ouvrir en hausse en se disant « ouais, peut-être ça va être mieux », puis boum, on a quand même terminé plus ou moins en bas, le CAC 40 terminant en dessous des 7000 points. Et puis, l'après-midi, eh bien, on a eu des chiffres. Et donc, ces chiffres-là, encore une fois, nous ont absolument tout changé et nous ont transformé notre vision de l'avenir. Et ça, c'était les chiffres de l'ADP, les chiffres de l'emploi ADP. Donc, vous aurez vendredi les chiffres des non-farm payrolls et ces chiffres-là seront hyper importants parce qu'on saura si l'emploi ralentit vraiment ou pas. On a déjà eu des indices l'autre jour sur les JOLTS qui étaient plus forts que prévu, donc ça veut dire que ça allait bien. Mais hier, tout d'un coup, alors que le marché attendait quelque chose comme 160 000 créations d'emplois, eh bien c'est sorti à 89 000. Donc encore une fois, on s'est complètement vautré sur les chiffres de l'emploi ADP, mais par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'un dans l'autre, eh bien le marché il est reparti à la hausse comme en 40 sous prétexte que finalement eh bien, l'emploi ralentissait. Donc le plan de monsieur Powell qui était supposé freiner l'inflation, donc freiner l'économie et qui attendait surtout un ralentissement du côté de l'emploi semblait fonctionner à fond les ballons. Donc résultat, le marché américain a rebondi. Alors, ce qui est assez rigolo à retenir quand même dans tout ça, c'est que, eh bien, 48 heures avant ces événements, eh bien, on était en train de se dire « Ouh là là, l'emploi est trop fort, c'est moche, il risque de monter les taux ». Et 24 heures après, avec des chiffres qui sont difficiles d'interpréter, puisque finalement, en général, pour être franc avec vous, les chiffres ADP, on s'en fout complètement, on les suit pratiquement pas. Sauf que là, tout ce qui peut nous rapprocher de l'emploi, eh bien, forcément, on s'en occupe et je dirais même on s'en préoccupe. Donc c'est difficile à interpréter parce qu'on sait qu'ils sont régulièrement corrigés tout d'abord et puis deuxièmement on le voit très clairement, les économistes qui sont censés faire des prévisions un tout petit peu plus loin que le bout de leur nez, eh bien sont complètement à l'arrache sur ces chiffres ADP et c'est pas la première fois qu'ils nous font un sketch du genre. Donc pour l'instant on est extrêmement méfiant. On se pose énormément de questions sur ces chiffres-là, mais ça nous a suffi hier pour rebondir. Alors, est-ce que ce rebond sera suffisant? On ne sait pas, puisque cet après-midi, on aura les jobless claims. Et donc, si les demandes de nouvelles indemnités chômage venaient à baisser encore une fois, comme c'est le cas depuis à peu près 3 mois ou 4 mois, ça voudrait dire que l'emploi va bien, donc les gens n'ont pas vraiment besoin de ces indemnités de chômage, donc ce sera positif de nouveau pour l'économie. Oui, mais par contre, ce sera négatif pour les taux, parce que si l'emploi va bien, Monsieur Powell pourrait être amené à monter les taux. Bref, en gros, on fait à droite, non, c'est pas ça. On fait à droite, à gauche, à droite, bref, on va dans tous les sens et puis on n'arrive pas à vraiment se poser et se dire, ok, on va prendre ce chemin-là, on va voir ce que la Fed va nous faire ces prochains temps, mais l'un dans l'autre, la tendance, elle est à peu près là. Non, là, on change d'avis comme de chemise.
à peu près toutes les 24 heures. Donc finalement, on y verra peut-être, hein, je dis bien peut-être, on y verra plus clair en fin de semaine avec les publications des non-farm qui auront lieu demain après-midi. On attend quelque chose comme 170 000 créations d'emplois. Alors on sait qu'on sera complètement à côté de la plaque, hein. La question de savoir c'est est-ce qu'on sera beaucoup en dessous ou beaucoup en dessus. Et si on était beaucoup en dessus, ça pourrait être l'hallali sur les marchés parce qu'on sent qu'on est quand même à des niveaux de tension un tout petit peu extrêmes malgré le rebond d'hier qui a calmé les choses, hein. La volatilité est au plus haut depuis 4 mois. Et puis il y a ce fameux indice de CNN qu'on appelle Fear and Greed Index qui est ressorti, on en reparle beaucoup. Et d'ailleurs, je vous montre tout ça en détail. Donc vous le voyez, hein, c'est assez simple à comprendre. Vous avez la zone d'extrême peur, la zone de peur, la zone neutre, la zone de greed et l'extrême greed. Alors en général, comment est-ce qu'on interprète ce genre de graphique? Ben, assez logiquement, hein, quand on est en train de se dire c'est fini, on va tous mourir, c'est généralement là que ça remonte. Et d'ailleurs, hier, on n'était pas à 19, mais on était à 16, donc on est encore un peu plus bas. Là, ça se calme un peu, donc on est en train de se poser la question s'il n'est pas temps de revenir. Alors bon, on peut regarder ça comme ça, mais si on regarde un petit peu plus loin, il y a d'autres graphiques comme le Market Momentum que vous avez ici, qui lui nous montre aussi qu'on est en zone de peur, puisqu'on est en dessous de cette moyenne mobile des 125 jours, qui est un point d'inflexion important pour le marché. Vous avez la force relative du prix des actions qui est au plus bas récemment. On ne l'a pas vu au plus bas depuis le début de l'année. On est au plus bas de l'année, donc ça veut aussi dire qu'on est en phase d'extrême peur. La différence entre les actions qui montent et les actions qui baissent est aussi quasiment au plus bas de l'année. Là aussi, c'est un signe d'extrême peur. Et le put-call ratio montre aujourd'hui qu'on est reparti en move. On achète plus de put que de call, puisque dès qu'on est au-dessus des 1, ça veut dire qu'on achète plus de put que de call. Résultat, ce qui veut dire que si les gens achètent des puts, eh bien, c'est qu'ils ont peur. Donc, extrême peur également. Et puis, il y a encore la volatilité dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que la VIX était très très basse durant toute la période juin, juillet, août, qui a 2-3 pics en août. Mais là, pour la première fois, on se retrouve dans les 20% de volatilité, ce qui nous ramène quand même à l'époque de la crise des banques. Et puis, la recherche du safe haven. Donc là aussi, on voit que la différence entre la moyenne mobile des 20 jours sur les actions et le rendement des bonds fait qu'aujourd'hui, on est aussi en zone de peur. Et finalement, le seul indicateur qui aujourd'hui est en neutre, c'est la demande pour les obligations pourries. Donc ça, pour l'instant, c'est clair que c'est un petit peu différent, mais tout le reste est en zone de peur ou d'extrême peur, et majoritairement en zone d'extrême peur. Donc ces zones-là, bien la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'en général, quand on est là, c'est que le marché doit remonter. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est toujours dans une zone extrêmement délicate, on est toujours dans une zone où on ne sait pas trop où est-ce que l'on va aller, mais si l'on regarde les indications, on a quand même l'impression que pour l'instant, on a atteint la zone du pire. Alors ça ne veut pas dire qu'on va encore avoir, qu'on ne va pas encore avoir quelques petites baisses ces prochains jours, mais ça veut dire que quelque part là autour, on arrive à des niveaux où on peut racheter. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les zones de support sur le S&P 500, eh bien on voit que c'est entre 4200 et 4150. Il y avait d'ailleurs une analyste aux États-Unis qui disait ça cette nuit en disant que pour elle, dans cette zone-là, quelque part, on arrivait à des niveaux complètement aberrants en termes de pression vendeuse et que pour elle, on n'était pas loin de voir un rebond potentiel qui pourrait se dessiner. D'ailleurs, des niveaux d'extrême survente et d'extrême peur comme on vit en ce moment, eh bien, on les a pas vus depuis juin 2022. Et la dernière fois qu'on avait eu un niveau comme ça, le rebond avait été assez violent. Ça, c'est un point positif parce qu'il faut quand même trouver des points positifs. Par contre, après, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans les news du jour, eh bien, c'est pas aussi simple que ça. Alors, tout d'abord, la première chose qu'il faut retenir entre hier et aujourd'hui, c'est que le pétrole s'est tout simplement fait défoncer. Il n'y a pas d'autre terme, mais juste défoncer. Le baril a perdu quasiment, je sais pas, quelque chose comme 8%, sauf erreur 8-10%. On est à 85 $ et des brouettes pour le moment. Mais on est très inquiet parce que depuis hier, eh bien, on s'est dit, ouh, mais si les prix sont autant élevés, si élevés que ça, est-ce que ça ne va pas entraîner une destruction de la demande? Alors, une destruction de la demande, c'est quoi? C'est que quand c'est trop cher, eh bien, vous arrêtez d'en acheter autant que vous en achetiez avant. Je sais pas, je prends un exemple complètement débile, mais si on part du principe que l'iPhone aujourd'hui à 1500 balles, il se vend quand même, le jour où il l'affiche à 7800 $, je suis pas sûr que ça se vende la même chose, donc ça risque de créer une destruction de la demande et que les gens se rebasculent sur des produits plus bon marché. Alors, le désavantage, c'est que sur le pétrole, on n'a pas de produits alternatifs, à moins d'acheter une Tesla.
Mais je n'appellerais pas ça un produit alternatif, j'appellerais ça une voiture alternative. Et puis, d'un autre côté, eh bien, le pétrole a baissé, donc c'est plutôt encourageant pour l'inflation. On va le voir comme ça, parce que du coup, ça, ils vont pouvoir nous le ressortir lors des prochains chiffres. Oui, le pétrole, ça a amélioré les chiffres, bah, c'est bon. On n'a pas voulu trop le montrer sur les derniers chiffres parce que ça faisait pas très très beau sur la photo, mais là, on pourra peut-être le sortir. Enfin, chose est-il qu'aujourd'hui, on craint cette destruction de la demande parce que à partir d'un certain moment, est-ce que les Américains vont dire bon bah j'arrête de prendre mon Chevrolet V8 et puis à la place je vais aller prendre les transports publics. Je suis pas sûr que ça se passe aussi simplement que ça, mais néanmoins il y a un espèce de ralentissement et de peur de ralentissement de cette demande. Est-ce qu'on aura raison ou pas? Je rappelle quand même qu'on a déjà vu plusieurs fois le pétrole au-dessus des 120 dollars et ça n'a pas empêché les gens de continuer à faire le plein d'essence même s'ils avaient mal au porte-monnaie. Néanmoins, cette peur de la destruction de la demande a déclenché des ordres vendeurs. On est revenu sur les points bas du pétrole, on est revenu sur des zones de support. Donc potentiellement, on est peut-être à des niveaux de rebond. Et puis justement, hier soir, eh bien, l'OPEP a parlé pour signaler qu'eux, ils n'avaient rien changé leur stratégie pour couper la production, ça restait la même chose et qu'ils étaient absolument confortables avec ça. Le marché n'a même pas bronché tellement il était occupé par son ralentissement, destruction de la demande sur le baril. Alors effectivement, on se réjouit déjà de voir comment est-ce que les gens ils vont changer leurs habitudes de consommation puisque le pétrole, il y en a quand même juste partout. Alors après, il faudra aussi noter qu'on a eu quand même les chiffres de l'ISM hier aux États-Unis qui montraient un ralentissement économique aussi. Ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus, parce que là, on parle plus des taux, on parle plus de la stratégie de Powell, mais on parle quand même du fait que justement, ça commence à faire mal, à piquer. Alors entre l'emploi qui ralentit et l'économie qui ralentit, eh bien, on se dirige quand même vers un ralentissement global. Alors pour l'instant, les experts, donc les mêmes experts qui ont prévu les chiffres de l'ADP où ils sont complètement à côté, les mêmes experts qui ont prévu les JOLTS où ils sont complètement à côté, bah, ces mêmes experts-là nous disent qu'il n'y aura pas de récession pour l'instant. Je rappelle que Goldman Sachs a dit à 15% il y aurait une récession. Mais là, étonnamment, depuis hier, ça commence à sortir. Vous avez Jeff Gundlach qui vient dire attention, la récession arrive. Vous avez 2-3 articles à droite à gauche qui disent attention, on va pas pouvoir éviter la récession. Donc ça commence à devenir un petit peu un thème qui pourrait être un thème récurrent sur cette fin d'année si les chiffres continuaient dans cette direction. Et si pire, imaginez si les non-farm payrolls de vendredi sont à 50% en dessous des attentes. À côté de ça, on notera quand même que les hypothèques, les demandes d'hypothèques sont en chute libre aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que le taux hypothécaire sur le 30 ans aujourd'hui est en train de friser les 8%, donc ça calme un petit peu. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour le marché américain de l'immobilier. Il y a plusieurs analystes de JP Morgan, dont M. Kolanovich, qui vient nous dire que le carnage sur les actions, c'est pas terminé, que le rendement du 10 ans aussi élevé a la capacité de mettre le marché par terre. Donc là aussi, pas mal de craintes de ce côté-là. Vous avez aussi M. Bill Gross, l'empereur de l'investissement obligataire, qui est venu nous dire hier que lui, perso, il achèterait ni des actions, ni des bonds. On ne sait pas trop ce qu'il achète. Entre les cartes de baseball et les cartes Pokémon, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il fait plus rien pour l'instant et il est très inquiet. Vous avez toujours Bill Ackman qui pense que le rendement va aller à 5% sur le 10 ans très rapidement. On n'est pas très loin. Même si hier, on s'est quand même bien retourné aux États-Unis. Et puis, on va reparler aussi un tout petit peu de la dette américaine, puisqu'il faut quand même retenir que sur les 2 dernières semaines, donc 2 fois 7 jours, on va exclure le dimanche, donc on va dire 2 fois 6 jours, donc sur 12 jours, eh bien, le gouvernement américain a emprunté 444 milliards de dollars. Donc, ils ont augmenté leur dette de 444 milliards de dollars. Donc ça, c'est sympa parce que finalement, quand on fait le bilan, ils sont surendettés de chez surendettés, ça on va même plus en parler. Mais surtout, depuis qu'ils ont fait sauter le plafond de la dette, je vous rappelle, c'était il y a longtemps, début juin, où McCarthy et Biden se sont mis d'accord pour dire, écoute, pour l'instant, on met pas de plafond. On laisse voir comment ça va venir et puis on en rediscutera en 2025 quand on aura un nouveau président et quand hypothétiquement Biden sera plus là. Et de toute façon, McCarthy s'est fait virer il y a 2 jours. Donc de toute façon, vous avez une décision qui a été plus ou moins prise par un gars qui s'en souvient plus et l'autre qui n'est plus là. Mais c'est rassurant parce qu'en attendant, les mecs aux États-Unis continuent de taper dans la caisse, ils empruntent allègrement. À ce rythme-là, on va sur un rythme d'emprunt de 1000 milliards de dollars par mois. Alors vu qu'on n'a pas de plafond de la dette avant janvier 2025, alors j'imagine bien qu'ils vont pas dépenser, pas emprunter, pas augmenter la dette de 1000 milliards par mois, mais ça fait quand même que cette prochaine potentielle rediscussion d'un plafond de la dette se situe quelque part en janvier 2025. Donc ça fait quelque chose comme du 15 mois devant nous. Donc 15 mois à raison de 1000 milliards par mois, ça fait que la dette devrait être largement au-dessus des
Ah, quand même. 48 000 milliards de dollars d'endettement. Là, aujourd'hui, on est à 33. Mais ça va bien, ça va bien. Ça peut que bien se finir. Et au chapitre voiture électrique, on notera aussi le rebond magnifique de Tesla hier. Alors, rien de spécial, hein, si ce n'est qu'on sait que les ventes étaient décevantes. 30% en hausse par rapport à l'année précédente, mais décevante par rapport aux attentes des analystes. Le titre n'a jamais baissé, mais hier, il a commencé à monter très vite, quasiment 6% de hausse. La raison, les mecs sont tous short comme des bœufs. Je rappelle que Tesla était un des titres du S&P 500 qui était le plus shorté ces derniers mois. Résultat, les gars étaient short, et quand vous avez une mauvaise nouvelle et un titre, vous êtes short qui baisse pas, eh ben vous rachetez la position. Résultat, ça crée des aspirations à la hausse. Autre titre qui montait en sympathie hier, c'était aussi Rivian qui a bien progressé durant la séance, 9% de hausse. Rivian, voiture électrique aussi. Et puis dans la foulée, juste après la clôture, Rivian, ils ont annoncé qu'ils lançaient un emprunt convertible de 1,5 milliard de dollars. Donc retour à la case départ. Et Rivian a reperdu 8% after close. Et puis autrement, et pour terminer ce Morning Bull Live, on retiendra que le pape François s'est exprimé hier pour dire qu'il était très inquiet pour le monde, pour la planète, pensant qu'il fallait faire quelque chose pour le réchauffement climatique, parce qu'aujourd'hui, selon lui, eh bien, la planète Terre était à la limite de la rupture. Alors on se demande ce que fait son patron, parce qu'il pourrait quand même donner un coup de main. Mais en tout cas, pour l'instant, le pape est très inquiet. On attend des nouvelles de là-haut. Et puis alors, côté chiffres économiques, aujourd'hui aux États-Unis, nous aurons les jobless claims qui seront publiés. Donc là, ce sera le chiffre important, mais aussi le trade balance en Allemagne et aux États-Unis. Mais globalement, on va se concentrer sur les chiffres de l'emploi pour les interpréter un peu à la mode de ce qu'on a interprété mardi et mercredi. On va encore interpréter jeudi et puis on interprétera encore ceux de vendredi. Donc on n'a pas fini d'interpréter, mais ça peut aller en haut, en bas. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas aller à droite ni aller à gauche. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir ce week-end parce que demain, je ne serai pas là exceptionnellement. Et oui, ça m'arrive. Et donc demain, pas de Morning Bull Live. Par contre, on rebondira sur un Swiss Bliss ce week-end comme d'habitude. Et puis le prochain Morning Bull Live, ce sera donc lundi prochain. Passez une excellente journée et surveillez bien les chiffres de l'emploi. Allez, à ce week-end. Bye bye.